Merci à vous d'être venu pour parler des traités transatlantiques et des conséquences de ces traités par rapport à la condition animale, qui est déjà assez désastreuse, de toute manière qu'il s'agisse de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Donc, vous avez tous remarqué depuis quelque temps qu'on a une multiplication des projets de fermes-usines. Pour certaines d'entre elles, elles ont été concrétisées, comme la ferme des 1000 vaches, comme la ferme des 1000 veaux, comme certaines usines avec jusqu'à 200 000 poules pondeuses. Donc c'est pas un hasard, c'est vraiment un début d'une espèce de dynamique qui s'installe dans l'optique de l'adoption de ces traités qui vont voir le jour et dont nous allons parler. Donc je vais faire un petit historique, mais pas exhaustif parce que ça va être très long, mais on va dire assez résumé de l'histoire des traités transatlantiques, puisque en fait ça remonte à très longtemps. On pourrait même remonter à 1962 avec un discours de Kennedy dans lequel il appelait une déclaration d'indépendance entre l'Europe et les États-Unis. Donc ça, voilà, on peut remonter à très loin, mais on va quand même en rester à l'histoire très proche. Alors, bravo. Donc en 1995 est créé ce qu'on appelle le Transatlantic Business Dialogue. Donc c'est une organisation qui regroupe des entreprises de part et d'autre de l'Atlantique, et dont l'objectif est de discuter pour supprimer les barrières, les obstacles au commerce entre l'Union européenne et les États-Unis. Dans ce qu'on appelle Transatlantic Business Dialogue, ou TABD, vous avez des entreprises, des grandes pontes de l'industrie pharmaceutique comme Merck, Lilly ou Pfizer, et toutes ces industries défendent les tests sur les animaux. Vous pouvez aller sur leur site internet et ils présentent ça comme quelque chose qui ne présente pas d'alternative, pour le moins au même niveau. Voilà. Donc c'est assez inquiétant justement pour les personnes qui luttent justement contre les tests sur les animaux, puisqu'il faut savoir que les traités transatlantiques sont faits pour l'intérêt des entreprises. Et si ces entreprises se retrouvent dans le TABD, forcément, il n'y a pas de quoi être rassuré. Donc, d'ailleurs, j'ai relevé une citation de Pascal Lamy, qui est l'ancien directeur de l'OMC, dans lequel il dit, donc c'est une déclaration qui date d'octobre de cette année: là où la précaution repose sur une approche philosophique ou éthique, comme en matière d'OGM, des tests sur les animaux pour les cosmétiques ou pour la protection des données privées, les différences transatlantiques seront très difficiles à combler. Donc, c'est bien la preuve que la question des tests sur les animaux sont dans les négociations pour les traités transatlantiques. Donc c'est intéressant à relever. Donc ces traités transatlantiques, vous avez le TAFTA, ça concerne les États-Unis et l'Union européenne, et le CETA qui concerne le Canada et l'Union européenne, dont je vais parler tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on appelle des traités de seconde génération. Je vais expliquer tout ça. 6 mai 2009 est lancé les négociations pour le traité entre le Canada et l'Union européenne, le CETA. Ensuite, donc le 13 juin 2013, c'est au tour du TAFTA, donc pour le libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Ensuite, le 18 octobre, sont conclues les négociations pour le CETA, donc le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Et le 26 septembre 2014 est lancé le processus de ratification pour le CETA lors d'un sommet entre l'Union européenne et le Canada à Ottawa. Début 2016, le CETA devrait passer au Parlement européen pour être voté par les députés. Donc c'est très proche. Donc ces deux traités appartiennent à la catégorie des traités de deuxième génération, qu'on a vu se multiplier en 1995 avec l'OMC, l'apparition de l'OMC. Donc avant, on avait des traités qui se contentaient de, entre guillemets, s'attaquer aux barrières tarifaires pour les échanges, en fait, entre zones géographiques ou entre pays, c'est-à-dire de supprimer
les taxes à l'entrée aux frontières des marchandises. Et depuis 1995, on a des traités qui non seulement s'attaquent aux barrières tarifaires pour les échanges, mais qui en plus de ça s'attaquent aux barrières dites non tarifaires, c'est-à-dire aux réglementations. Voilà. Donc c'est vraiment le libre-échangisme poussé encore plus loin. Donc, pour la suppression des barrières tarifaires, c'est prévu à l'article 8 du CETA et c'est dans le point 10 du mandat de négociation pour le TAFTA. Donc je vais juste définir vite fait ce qu'est un droit de douane, même si je pense que vous le savez déjà, c'est un impôt qui est prélevé sur une marchandise à son entrée lors de son passage à la frontière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre l'Union européenne, les États-Unis et l'Union européenne et le Canada, le commerce est déjà très très libre. Il y a très très peu de douane, de l'ordre de 2 à 3%, excepté deux domaines qui sont l'automobile et l'agriculture. Donc qui dit agriculture dit aussi élevage. Donc l'Union européenne applique des droits de douane en matière agricole à hauteur de 17,9%. Donc de manière générale, quand un produit agricole arrive dans l'Union européenne, il est taxé en moyenne à hauteur de 17,9%. Est-ce que ça va? Alors que les États-Unis, c'est 5%. Voilà. Et intéressant à noter, pour l'Inde, c'est 60%. Donc, évidemment, si on supprime ces droits de douane entre ces deux zones géographiques, on a deux types de modèles d'élevage qui sont différents. Je vais vous exposer ça tout à l'heure. Et de façon, on va dire, automatique, on peut aisément comprendre que c'est le modèle le plus concurrentiel et donc le modèle le plus difficile, le plus dur pour les animaux, qui va s'imposer sur l'autre. Donc c'est très clair dans les textes. Vous avez dans le TAFTA, vous avez le point 10 du mandat de négociation qui dit clairement, donc le but sera d'éliminer tous les droits sur le commerce bilatéral avec l'objectif commun de parvenir à une élimination substantielle des droits de douane dès l'entrée en vigueur et une suppression progressive de tous les tarifs les plus sensibles dans un court laps de temps. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment qu'il y ait une concurrence totale de part et d'autre de l'Atlantique. Enfin en tout cas pour le TAFTA entre les États-Unis et l'Union européenne. Pour le CETA, c'est dans l'article 8 intitulé Régime douanier facilitation des échanges. Donc ce qu'on sait déjà, c'est que 100% des droits de douane seront éliminés sur l'ensemble des produits, donc entre le Canada et l'Union européenne, y compris agricoles, donc les produits animaux et les sous-produits animaux, et ceux de la mer au plus tard en 7 ans. Et l'essentiel de ces droits de douane seront déjà supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord. Alors ce qu'on peut relever d'intéressant également, c'est que les exportations de bœuf canadien à destination de l'Europe seront multipliées par plus de 4 pour atteindre 65 000 tonnes et les droits de douane passeront de 0 à 20%. Donc du Canada vers l'Union européenne. Autre chose à noter, les exportations de porc canadiens seront aussi stimulées de 6 000 tonnes actuellement. Le quota annuel sera augmenté de 80%. Alors souvent pour les produits agricoles, en plus des droits de douane, vous avez des quotas qui s'ajoutent. Donc voilà, vous avez des quotas et sur ces quotas, les droits de douane seront supprimés. Donc, et ce qui est intéressant de relever, c'est parce qu'on va mettre en concurrence libre deux modèles d'élevage sur deux zones géographiques, c'est est-ce que ces modèles d'élevage déjà sont à peu près similaires, se ressemblent? Mais il apparaît que non. Donc à titre d'exemple, une exploitation agricole côté Union européenne, c'est 15 hectares, 55 en France, 170 aux États-Unis, soit 3 fois plus qu'en France et 11 fois plus que la moyenne de l'Union européenne. Donc voilà, on a vraiment deux modèles complètement différents avec un modèle beaucoup plus productiviste qui est le modèle des États-Unis. Alors j'ai fait une petite étude comparative j'ai pris l'exemple des exploitations porcines. Par exemple en France en 2013, une exploitation porcine en moyenne c'est 727 porcs. Dans l'Union européenne c'est 67, parce qu'il y a des pays beaucoup moins, avec une agriculture et un élevage beaucoup moins intensif comme la Roumanie par exemple. Le Canada c'est 1799. Donc déjà beaucoup plus que l'Union européenne et aussi plus qu'en France. Et pour les États-Unis, bon ça c'est des chiffres de 2012, une exploitation porcine c'est à peu près 1188 porcs.
Donc déjà, voilà, vous voyez qu'il y a vraiment un type d'élevage beaucoup plus, avec comment dire, des concentrations d'animaux beaucoup plus importantes par exploitation côté nord-américain. Autre chose, entre la France et le Canada, le nombre moyen de bovins par ferme en 2010 en France c'est 99 et au Canada c'est 139, donc soit 40% supérieur à la moyenne française. Alors de manière générale aux États-Unis on a un type d'élevage qui est beaucoup plus concurrentiel, beaucoup plus productiviste. Il existe des fermes qui peuvent regrouper jusqu'à 40 000 vaches, dont une très célèbre en Californie. Et la 1000 vaches, c'est la moyenne aux États-Unis. Donc il y a eu un tollé récemment, il y a 2 ans, à propos de l'affaire dite de la ferme des 1000 vaches. Aux États-Unis, c'est ce qu'on trouve c'est la moyenne. Donc ça vous donne à peu près une idée. En France, actuellement, la moyenne, c'est entre 40 et 50 vaches. 100 à 150 pour les fermes les plus grandes, de manière générale. Donc voilà, on est vraiment dans 2 modèles d'élevage. Alors il ne s'agit pas de défendre le modèle d'élevage côté Union Européenne, évidemment. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va mettre en concurrence 2 modèles d'élevage, avec d'un côté un modèle d'élevage encore plus difficile, encore plus douloureux pour la condition animale. Et évidemment, c'est le modèle d'élevage le plus douloureux pour la condition animale qui s'imposera parce que il est plus concurrentiel en termes de productivité et en termes économiques. Alors, en France, on fait de l'élevage herbagé, alors qu'aux États-Unis, on a recours à ce qu'on appelle des feedlots, qui sont des élevages hors sol. Donc, ce sont des grands parcs d'engraissement qui contiennent de manière générale 8000 bovins, et ça peut aller jusqu'à 100 000 animaux pour un seul feedlot. Et alors qu'en France, les exploitations dites d'élevage intensif, c'est entre 60 et 200 bovins. Voilà, donc c'est vraiment 2 ordres de grandeur complètement différents. D'ailleurs, Véronique, tout à l'heure, nous parlera plus en détail de ce que sont vraiment ces feedlots et comment ils sont traités les animaux. Donc, les 2 tiers des bovins aux États-Unis sont concentrés dans des feedlots. Donc c'est vraiment le modèle d'élevage pour les bovins, j'allais dire classique, le plus commun. Donc l'alimentation des animaux dans ces feedlots n'est pas à base d'herbe mais à base d'OGM. Et on utilise beaucoup d'additifs alimentaires pour stimuler leur croissance, comme des oestrogènes, des androgènes, des somatotropines, tétracycline, ionophore ou encore des stéroïdes. Et les conditions sanitaires dans ces élevages sont tellement épouvantables qu'il est obligatoire d'appliquer ce qu'on appelle la méthode du douchage, qui consiste à désinfecter les carcasses des animaux après l'abattage dans des solutions chimiques. Voilà. Donc évidemment, je l'ai dit, ce type d'exploitation est très compétitif, parce qu'on peut étaler les prix de production sur le grand nombre d'animaux comme il faut. C'est très mécanisé et en plus de ça, la main-d'œuvre est souvent sous-payée. Donc, ce qu'on peut conclure de ça, c'est que les traités transatlantiques, que ce soit le CETA ou le TAFTA, permettront justement un meilleur accès à l'industrie de la viande des États-Unis et du Canada vers le marché européen. Et côté européen, on aura une disparition de l'élevage dit européen au profit de l'élevage, pas une disparition, mais au profit de l'élevage nord-américain. Voilà. Donc le type d'élevage, les élevages européens devront ou bien s'adapter, ou bien disparaître, et laisser leur place aux élevages, grandeur nord-américains. Alors il y a un autre problème, c'est la clause dite de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire que si un pays dans la zone TAFTA ou CETA applique un traitement privilégié avec un pays tiers, par exemple en matière de droits de douane, eh bien, ce pays-là devra appliquer les mêmes conditions favorables vis-à-vis d'un autre pays de la zone TAFTA. Exemple, si la France applique des droits de douane très très faibles, bon, ça sera déjà le cas avec le TAFTA, mais bon, très 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 faibles, par exemple vis-à-vis d'un pays comme le Népal, à ce moment-là, il est obligé d'appliquer la même chose, par exemple, vis-à-vis des États-Unis. Droit de douane ou autre chose. Voilà, donc ça c'est pour la partie suppression des barrières tarifaires. Donc on a vu qu'il y en avait pratiquement plus, sauf 2 domaines sensibles, l'automobile et l'agriculture, dont l'élevage. Les ne veulent pas qu'il y ait trop de dispositions scandaleuses
au moment de l'adoption. Donc ils ont prévu 2 mécanismes qui vont permettre justement d'abaisser les normes, donc dans tous les domaines, y compris celui de l'élevage, y compris celui qui concerne la condition animale. Et pour ça, il y a 2 mécanismes qui sont prévus. C'est ce qu'on appelle le règlement des différents investisseurs État, d'investisseurs à État, et le mécanisme qui, à mon sens, est le plus dangereux, celui de la coopération réglementaire. Donc on va d'abord parler du premier. Donc le mécanisme de règlement des différents investisseurs à État. Donc il est prévu dans le point 45 du mandat de négociation pour le TAFTA. Alors ce point 45 affirme l'accord comprendra un mécanisme de règlement des différends appropriés, ce qui fera en sorte que les parties respectent les règles convenues. Et au niveau du CETA, c'est dans l'article 43 intitulé Règlement des différends. Alors c'est un mécanisme qui permettra à une multinationale d'attaquer un décideur public, parce que ça peut être un État, mais ça peut être aussi une région pour la France, puisque tous les niveaux de gouvernement seront concernés. Donc elle permettra à une multinationale d'attaquer un décideur public dès lors que sa décision constitue une menace pour ses profits financiers. Quand bien même cette décision, par exemple, va dans le sens de la protection des animaux, de l'environnement. D'accord ? Donc, ce mécanisme ne fonctionne que dans un sens. C'est les multinationales qui peuvent porter plainte contre un décideur public, par exemple la France, un État, mais pas l'inverse. La France ne peut pas porter plainte contre une multinationale. Donc ça marche, c'est vraiment une justice au service des multinationales. Donc les arbitrages se tiendront, donc ça peut être devant le CIRDI, le Centre international pour le règlement des différends sur les investissements, qui est un organe de la Banque mondiale. Donc le CNUD, si c'est la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, ou bien devant des cours privés ad hoc. Voilà, donc les règles d'arbitrage peuvent être définies par les parties, donc un décideur public et une multinationale, si elles arrivent à trouver un accord. Si ce n'est pas le cas, alors ce qui se passera, c'est que donc il y aura 3 arbitres qui jugeront l'affaire, qui sera portée devant ces juridictions arbitrales privées. Ça sera un arbitre choisi par la multinationale, un arbitre choisi par l'État ou n'importe quel autre décideur public, et la 3e partie sera choisie par le président, le secrétaire général du CIRDI, puisque l'affaire, s'il n'y a pas d'entente qui est prévue, sera portée devant le CIRDI. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on parle beaucoup des juridictions, enfin de ce mécanisme dans le cadre du TAFTA, mais il existe aussi dans le CETA. Et le CETA va passer devant le Parlement européen. Le territoire de la partie où elle est légalement constituée puisse se servir de ce qu'on appelle l'ISDS, le mécanisme de juridiction des différents investisseurs à État. Ce qui veut dire qu'une entreprise comme McDonald's, puisque c'est le cas de McDonald's, donc qui opère des activités commerciales importantes sur le territoire du Canada, par exemple, elle pourra porter plainte contre la France, par exemple, en vertu des dispositions du TAFTA, sans attendre le CETA. Sans attendre le TAFTA, pardon. Voilà, en vertu du CETA, je veux dire. Ou c'est le cas de Monsanto aussi. Voilà. Donc pour le CETA, il y a la Commission européenne qui a proposé une réforme de ce mécanisme pour essayer de calmer les ardeurs des détracteurs de ce dispositif. Bon, il y a quelques modifications qui ont été proposées. Donc là, les affaires seraient portées devant seraient jugées par un groupe de 15 arbitres qui seraient nommés d'un côté par l'Union européenne et d'un autre côté par les États-Unis. Mais bon, ça ne change pas grand-chose puisque de toute manière, ces arbitres pourraient s'extraire du droit national de chacun des pays. Et il serait possible d'interjeter appel des décisions qui seraient rendues dans le cadre de ce mécanisme, ce qui n'est pas possible pour le CETA. Il n'y a pas d'appel qui est possible pour les décisions qui seront rendues. Voilà, donc ça c'est pour le règlement des différents investisseurs d'État. Appliqué à la cause animale, c'est tout simple. Une décision qui pourrait aller dans le sens de la protection animale, et bien dès lors qu'elle contrarie les investissements, entre guillemets investissements, enfin, en tout cas les profits financiers possibles d'une multinationale, pourra être attaquée devant une juridiction de ce type-là. Voilà. Et ceci dès l'application du CETA ou du TAFTA. Mais même le CETA, c'est largement suffisant puisque
la plupart des entreprises pourront passer par le Canada pour attaquer une décision publique au niveau de l'Union européenne. Donc ça peut être par exemple une décision qui interdirait les tests sur les animaux, à titre d'exemple. Pour qu'est-ce qui empêcherait une multinationale de porter plainte contre un État qui prendrait ce genre de décision? Voilà, en estimant que ça entame ses profits. Donc ça, c'est le premier dispositif. L'autre dispositif, c'est la coopération réglementaire. Alors, la coopération réglementaire, c'est un dispositif, à mon sens, encore plus dangereux que le mécanisme de règlement des différends d'investisseurs à État, parce que c'est vraiment un mécanisme qui va permettre aux multinationales de coécrire les lois, en plus du législateur. Donc c'est vraiment très 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 dangereux. Pour le TAFTA, il est prévu dans le point 44, intitulé cadre institutionnel, qui stipule: l'accord mettra en place une structure institutionnelle permettant d'assurer un suivi efficace des engagements découlant de l'accord, ainsi que de favoriser la réalisation progressive de la compatibilité entre les régimes de réglementation. Et pour le CETA, c'est l'article 26. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que le CETA et le TAFTA seront signés, il y aura la possibilité, dans le cadre de la coopération réglementaire, pour des puissances, des lobbies, eh bien, de continuer un travail ce qu'ils appellent harmonisation, mais en fait c'est un nivellement par le bas, des normes de chaque État. Donc voilà, l'idée c'est de faire du TAFTA un accord vivant. Donc je ne sais pas si vous imaginez dans quelle insécurité juridique on se place. Pour moi c'est assez grave. C'est-à-dire que voilà, le TAFTA pourra continuer, le CETA à évoluer dans le sens des intérêts des entreprises après la signature de l'accord. Donc on est vraiment dans une insécurité assez grave, en mon sens. J'ai relevé une phrase dans le texte du CETA: mettre en commun les renseignements, l'expertise et les expériences dans le domaine du bien-être animal afin de favoriser la collaboration entre les parties à cet égard. Alors, je ne sais pas de quoi ils vont parler, peut-être de la ferme des 1000 vaches. C'est assez cynique et assez pathétique. Donc c'est ce que je disais, la coopération réglementaire va permettre aux multinationales de coécrire les lois. Donc il y a un nouvel organe qui va être créé, qui s'appelle le Conseil de coopération réglementaire, ou l'organe de réglementation réglementaire, qui est une institution technocratique non élue, et qui sera composée des représentants de chacun des deux parties à l'accord. Donc Union européenne, Union européenne, États-Unis. Donc Union européenne, côté Union européenne, ce sera donc des fonctionnaires du secrétariat général de la Commission européenne. Donc évidemment, il n'y a aucun lien entre les lobbies et la Commission européenne. Enfin, je fais un peu d'humour, mais c'est assez inquiétant. Et côté États-Unis, autorité commerciale des États-Unis. Voilà. Donc, qui sont des milieux très très proches des lobbies. Donc, ce principe de la coopération réglementaire, qu'est-ce qu'il va permettre? Donc déjà, il est prévu un dispositif qui s'appelle l'alerte précoce. Donc, qu'est-ce que c'est que ce dispositif? Ce dispositif, c'est dès qu'un décideur public voudra prendre une décision, il devra alerter l'organe de coopération réglementaire de l'autre partie. Donc, pour l'Union européenne, il faudra que la Commission européenne alerte les autorités commerciales des États-Unis, qui devront en référer aux multinationales des États-Unis. Donc, les multinationales qui pourraient, dans le business, pourraient être impactées par cette réglementation, pourront donner un avis par rapport à cette réglementation. Un avis qui n'est pas contraignant, on va dire, dans le texte, mais quand on sait que après l'adoption du texte, il y a la menace de poursuite dans le cadre du règlement des différends d'investisseurs à État, on peut largement comprendre qu'un État va suivre les recommandations dans le cadre de cette alerte précoce. Donc ça, c'est la première chose, l'alerte précoce. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même qu'il y ait un débat public sur un embryon de loi ou de décision publique qui pourrait déboucher sur une décision bénéfique, par exemple pour le droit des animaux, eh bien, il y aura la possibilité, quelque part, de tuer cette initiative dans le cadre de l'alerte précoce, ce qui est assez grave. C'est-à-dire qu'on ne saura même pas ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment une manière de tuer dans l'œuf toute décision publique qui pourrait constituer une menace pour le profit des entreprises.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle des études d'impact. C'est-à-dire que chaque nouvelle réglementation devra passer par une étude d'impact qui aura le rôle en fait de mesurer l'impact qu'aura cette nouvelle règle sur le commerce et l'investissement. Alors il y a une autre disposition qui est prévue, c'est les échanges réglementaires. En fait, ça permettra aux entreprises si elles sont mécontentes, de demander ce qu'on appelle un échange, un dialogue avec les décideurs publics, de façon à coopérer entre guillemets avec ces États pour que les décisions prises n'aillent pas trop dans le sens de leur, enfin, en tout cas ne contrarient pas leurs intérêts financiers. Voilà, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet organe de coopération réglementaire aura la possibilité, de façon continue, d'adresser des avis, de veiller à ce que les objectifs du traité, c'est-à-dire la convergence, l'harmonisation des normes de part et d'autre de l'Atlantique, se fassent de façon continue. Elle aura même la possibilité de s'immiscer dans la prise de décision pour éviter qu'une loi contrarie les bénéfices financiers du milieu des affaires. Donc dans le cadre du CETA, ça s'appellera le Forum de coopération réglementaire, mais les prérogatives sont à peu près les mêmes que pour l'organe de coopération réglementaire. Voilà, donc c'est assez grave, c'est assez inquiétant. Donc évidemment l'objectif, ça serait que ces traités ne passent pas. Donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est lancer l'alerte. Vous avez la possibilité d'interpeller vos députés européens, puisque pour le CETA, en début 2016, ça sera soumis au vote des parlementaires européens. Donc si ça passe, même sans l'adoption du TAFTA, vous avez déjà la possibilité pour les multinationales d'attaquer toute décision publique qui contrarie les bénéfices de n'importe quelle multinationale, sans passer par le TAFTA. Voilà, donc c'est un peu le poisson pilote du TAFTA, mais c'est pas pour autant que c'est moins grave que le TAFTA, c'est tout aussi grave. Donc évidemment, ce que vous pouvez faire aussi, c'est en parler autour de vous et sensibiliser les milieux, tout type de milieux, y compris les milieux animalistes, les associations animalistes, et même les milieux qui ne s'occupent pas forcément de la cause animale, mais leur parler aussi du lien avec la cause animale, ça peut aussi permettre des rapprochements intéressants. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Véronique, qui va un peu expliquer différentes choses, notamment la question des feedlots dont j'ai parlé, puisqu'elle a eu le privilège entre guillemets le privilège, mais d'approcher un peu de ce que sont des feedlots, et ça nous permettra un peu de pouvoir comprendre ce que c'est et ce qui nous attend en fait de manière assez imminente. Voilà, merci infiniment. Bon, tout d'abord, je voulais ajouter, merci à tous d'être ici, mais je voulais ajouter un petit peu à ce que tu as dit par rapport à TAFTA, parce que j'ai trouvé un petit texte très intéressant dans la brochure d'Artisans du Monde, qui est une association qui fait du commerce équitable sur toute la France. Et ils ont notamment un magasin ici sur Nîmes et aussi sur Montpellier. Donc je vous montre, c'est leur petite newsletter qu'ils produisent, je crois, tous les mois, donc, qui s'appelle Pont Nord-Sud, et qui est donc très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations sur non seulement le commerce équitable, mais aussi sur ce qui se passe à notre insu, notamment avec TAFTA et d'autres choses. Donc je vais vous lire juste le petit passage où ils parlent de TAFTA justement dans ce numéro-ci. Et ils disent, en France, la moitié du PIB échappe au marché capitaliste. Comme jadis pour l'AMI, les négociations autour du projet de traité TAFTA, Transatlantic Free Trade Agreement, pour libéraliser ont commencé dans le secret. Mais des voix se sont élevées, telles celle de Patrick Liaric, député européen, donc on parlait de contacter des députés, en voilà un, qui a publié en septembre 2013 le Pacte des rapaces. Ça devrait être très intéressant à lire. Ce traité imposerait des tribunaux privés, donc on en revient à ce que tu disais, échappant aux États. Les patrons des multinationales pourraient y faire annuler les lois qui les gêneraient. Ils pourraient même obtenir des dommages et intérêts. Non, vous ne rêvez pas.
Lionel Jospin avait fait retirer la France des négociations de l'AMI. Pourrons-nous empêcher le pouvoir actuel de signer des accords qui permettraient de nous imposer les OGM, les gaz de schiste, le veau aux hormones, le poulet au chlore et la délocalisation de tous les services qui peuvent être gérés depuis les États-Unis ou le Bangladesh? Des élus locaux ont pris position, des mobilisations ont lieu. Demain, il sera trop tard. Donc on en revient à ce que tu disais, qui était d'où l'importance de contacter les députés qui sont, je dirais, de notre côté, et notamment, donc, là il parle de Patrick Le Yarrick, qui est un député européen. Je ne sais pas du tout de quel parti politique il peut être, mais à mon avis, bon, c'est même pas important. Dès l'instant où il s'oppose à ça, je pense qu'il faut lui donner du support. Et bien entendu, pour en revenir à tout ce qui va se passer si ces traités passent, là, ce sont des exemples de ce qui va arriver. Ceci est un élevage de vaches laitières qui sont destinées malheureusement à la production de lait. J'en ai visité deux sur la I5, l'autoroute I5 qui remonte de Los Angeles à San Francisco. Et donc on en a visité deux, j'étais avec deux amis, on s'est infiltrés, je vous le dis franchement. Je ne sais pas si c'était légal, mais peu importe. Et on s'est infiltrés et j'ai pris toutes les photos que vous allez voir. Mais avant d'attaquer tout ça, je voulais vous lire quand même quelques chiffres de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et pour vous donner une idée de ce qui va se passer une fois que, si ces traités passent vraiment. Parce que là, ça va devenir encore 1000 fois plus grave. Donc je vais vous lire juste quelques chiffres. L'élevage, c'est-à-dire les cultures céréalières pour les animaux inclus, génère plus de gaz à effet de serre que tous les véhicules du monde, plus que l'industrie. Exemple, 1 kg de veau est égal à 220 km en voiture, 1 kg d'agneau est égal à 180 km, 1 kg de bœuf 70 km, 1 kg de porc 30 km. Alors, bien sûr, je déteste parler des animaux en ces termes, parce que pour moi, ce sont des êtres sensibles, mais ça, ce sont des chiffres officiels. On sait par exemple, voilà, pour vous dire où on en est à l'heure actuelle, 53 milliards d'animaux tués dans le monde pour la viande par an, 100 000 bovins tués chaque jour aux USA. En France par an, c'est 4 millions de bovins, 2 millions de veaux, 6 millions d'agneaux, 25 millions de porcs, 60 millions de lapins, 57 millions de poules et de coqs, 117 millions de dindes, 950 millions de poulets. Plus de 80 produits différents peuvent être injectés aux cochons avant qu'ils soient abattus. Autrement dit, non seulement les gens mangent ces animaux, mais ils mangent aussi 80 antibiotiques de toutes sortes, de produits absolument dangereux, qui rentrent donc dans l'alimentation en plus de ces pauvres animaux, et qui atterrissent notamment dans la nature, contribuent à sa destruction. Et 80% des animaux élevés en batterie sont malades. Donc ça vous donne une idée du genre d'agriculture, j'ai horreur de ce mot, de genre de système que l'on veut nous promouvoir, que ce soit au niveau international ou national, et que ces traités, bien entendu, vont encourager encore plus. Donc sachant le pouvoir des États-Unis et du Canada à promouvoir ces traités et à vouloir les imposer au reste du monde, on peut s'attendre à ce que nos élevages, qui sont déjà pas fabuleux à l'heure actuelle, deviennent d'autant plus proches de ça, de ce système-là. Et donc, pour vous montrer un exemple, voilà, cette photo-là, par exemple, donc vous voyez juste les pattes des vaches. Tout ça, c'est juste de la boue et, excusez-moi le vulgaire, de la merde. C'est-à-dire, ce sont les excréments de ces pauvres animaux. Vous voyez jusqu'à quel point leurs pattes sont enfoncées et elles vivent là-dedans à longueur d'année. Si je peux passer à la suivante, merci. Cette photo-là, en fait, est normalement l'endroit où les vaches produisent le lait. Bon, le jour où nous on a pris les photos, elles n'étaient pas prêtes. Donc on n'a pas vu, avec ou sans regret, mais on n'a pas vu ce qui se passait au niveau de la traite elle-même avec ces machines. Alors j'ai juste pu prendre une photo de l'endroit lui-même.
tous ces tuyaux qui normalement sont attachés à ces pauvres animaux, voilà. Ça, c'était vers proche. En fait, cette entrée-là est en fait très proche de l'autoroute. C'est ça qui est étrange, c'est que vous avez l'autoroute qui est juste devant, et vous pouvez littéralement marcher à l'intérieur. Et vous arrivez, vous avez tous ces animaux qui vous regardent et qui se disent c'est qui ces gens-là, qui vous regardent avec beaucoup de curiosité, qui s'approchent de vous, qui sont très, très amicaux. Et vous sentez non seulement une puanteur absolument épouvantable, mais vous êtes couvert de mouches. Couvert de mouches. J'ai jamais senti quelque chose d'aussi épouvantable de ma vie au niveau de l'odeur. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me dis, mais mon Dieu, comment elles font pour vivre là-dedans? Si pour moi c'est insupportable, qu'est-ce que ça doit être pour elles? Et donc, ça c'est juste un exemple. On a fait, comme je vous disais, 2 endroits différents. Certaines des photos que tu n'as pas, on voit qu'elles sont enceintes. Et il y a dans une, c'était pas dans cet établissement-là, mais dans l'autre que nous avons visité, on est tombé notamment au bout d'une route, d'un chemin comme celui-ci, pareil, toujours la même puanteur, même saleté. On a vu notamment ce qu'on appelle un lagoon. C'est le terme qu'ils utilisent dans les élevages là-bas. Le lagoon, c'est un terme très joli en fait pour désigner quelque chose d'affreux qui est une espèce de lac noir d'excréments et de pollution. Et vu que les excréments des animaux ne sont pas traités comme les excréments humains, on se retrouve avec des lacs entiers d'excréments de bovins ou autres animaux d'élevage, ou dits d'élevage. Et donc, vous avez, il suffit d'entrer dans ces endroits, vous pouvez entrer, il n'y a même pas un site qui vous dit interdit d'entrer. C'est ça qui est fou. Ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils ne le cachent même pas. Et de toute façon, ça, c'est juste le côté, on va dire, agréable de ce qui se passe réellement, c'est même pas le pire. Le pire, c'est, le pire pour moi ce jour-là, ça a été de continuer à entrer à l'intérieur, et d'un seul coup de voir voler un oiseau au-dessus du chemin, et avec mes camarades nous dire qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose sur le chemin un peu plus loin. Et quand on s'est approché, on s'est rendu compte en fait que c'était un veau qui avait été certainement arraché à sa mère au moment de la naissance, avec les pattes encore attachées, les sabots encore attachés avec les cordes, avec des points comme s'il avait été, je ne sais pas comment l'expliquer, mais blessé, il avait des points de... Oui, voilà. Et en même temps, qui était littéralement laissé au milieu du chemin à pourrir. Il se foutait royalement de savoir de prendre le corps de cet animal, je ne sais pas, de l'incinérer, le laisser en plein sous les yeux des mères qui étaient à côté, parce qu'il y avait toutes les vaches qui regardaient, qui avaient une vue directe sur ce bébé, et en même temps de voir cet animal qui, en évidence, venait de naître, être largué comme ça sur ce chemin, avec encore des cordes rouges autour de ses sabots, des points de suturation, des points de je ne sais pas ce qu'on lui a fait, honnêtement, j'ai jamais pu, on a essayé de théoriser un peu qu'est-ce qui a pu arriver. La théorie est qu'il a dû être tiré littéralement du ventre de sa mère parce qu'elle avait du mal à le mettre au monde, ce qui est fréquent dans cette industrie puisque de toute façon l'insémination est artificielle, bien entendu, hein, c'est un viol constant de ces femelles avec des tiges qui leur sont enfoncées dans, excusez-moi les graphiques, mais dans le vagin, pour les inséminer. Donc c'est un viol constant du système reproductif féminin, en l'occurrence de ces animaux. Et donc, bien entendu, elles sont tellement en plus injectées d'hormones, injectées d'antibiotiques et tout y quanti, comme dirait quelqu'un que je connais, qu'au bout du compte, elles ont énormément de difficultés à mettre au monde leur bébé. C'est souvent fait de manière très brutale par des humains qui les arrachent, littéralement. Donc c'était le cas de ce bébé. Et c'est aussi... il y a juste à regarder en fait l'endroit pour se rendre compte, si on revient à la photo d'avant, où on voit toute la boue. Alors vous imaginez, là vous avez juste un petit plan de l'impact sur l'environnement de ces endroits-là. Mais vous imaginez que ce jour-là, j'ai dû voir à peu près
5 à 600 vaches juste dans un espace, avec une espèce de silo pour qu'elles puissent manger des grains OGM, bien entendu, et que de la boue partout. C'est-à-dire que ça partout, avec les pattes enfoncées jusque-là, jusqu'aux genoux. Et vous en avez comme ça des centaines de Los Angeles jusqu'à San Francisco, non-stop. C'est que ça, tout sur toute la route. De toute façon, la Californie est le pays des produits laitiers au niveau du système américain. C'est là que je dirais que la plupart du lait de vache est produit. Et donc vous avez aussi des élevages purement pour l'abattage, pour la viande. Mais c'est surtout les vaches laitières qui, bien entendu, souffrent encore plus longtemps que leurs consoeurs ou confrères dans les élevages pour la viande, puisqu'elles doivent constamment mettre à bas des bébés, constamment on leur enlève leur enfant, constamment elles sont à nouveau inséminées, et bien entendu elles vivent plus longtemps, donc elles souffrent plus longtemps. Donc, d'où l'intérêt, bien entendu, donc, de devenir non pas seulement végétarien, mais aussi vegan, car il y a, je dirais même plus de souffrance dans un verre de lait qu'il n'y en a que dans un steak. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée. C'est dommage que j'aurais aimé avoir un peu plus de photos. Et bon, je sais que tu as fait ce que tu as pu. Mais bon, parce qu'il y avait beaucoup plus que j'aurais pu vous montrer, notamment le fameux lagoon, si je puis dire, et puis bien sûr la photo de ce bébé. Bon. Ouais, tout est de ma faute. Par contre, je vais juste rappeler quelque chose. Pardon. Ça me vient, en fait. Il m'a semblé avoir vu dans l'actualité récente que la Commission européenne avait l'intention de rendre obligatoire le douchage, ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire mettre les carcasses des animaux, les baigner dans des solutions chimiques. Donc vous voyez qu'on nous prépare bien ce type de modèle, ce type d'élevage en fait. C'est-à-dire qu'il prépare le terrain. C'est comme ce que je disais tout à l'heure avec la ferme des 1000 vaches. C'est vraiment, il prépare le terrain de façon à faire passer ces traités-là, mais de façon, on va dire, le moins, on va dire, douloureux possible. Voilà, excuse-moi. Et excuse-moi pour les photos, il y a un petit problème. C'est ok. J'ai Internet. Pas grave. Alors juste quelque chose que je voudrais ajouter. Je vais reprendre mes petites notes ici. Parce que bon, bien sûr, là on parle bien entendu de la cruauté animale, mais aussi de la destruction environnementale, mais il ne faut pas aussi oublier l'aspect humain. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans des exploitations comme ça sont eux-mêmes exploités. Notamment aux États-Unis, la plupart des gens qui travaillent par exemple dans les abattoirs, ce sont généralement des immigrants d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, qui, sous menace de déportation, vont travailler pour rien et dans des conditions absolument exécrables. L'industrie des abattoirs à l'élevage est une des industries les plus dangereuses au monde, où il y a énormément de gens qui sont mutilés, blessés, même tués dans le travail. C'est aussi une industrie où il n'y a extrêmement aucune sécurité de l'emploi et où les gens deviennent eux-mêmes des victimes de ce qu'ils font subir aux animaux. Généralement parce qu'ils n'ont pas le choix. Il aurait impossible de trouver une autre solution économique. Donc ils emploient les gens les plus vulnérables au niveau société. Ils emploient les gens les plus vulnérables pour travailler dans ces monstruosités. Et ils les exploitent à fond parce qu'ils savent que c'est des gens qui ne peuvent pas se défendre. C'est des gens qui ne peuvent pas avoir un syndicat pour les défendre. C'est des gens qui souvent ne parlent même pas la même langue, qui n'ont aucun droit. Donc ces gens-là survivent en faisant des boulots absolus que personne d'autre ne voudrait faire. Et donc c'est non seulement, si on passe ces traités, on va aussi exporter ce modèle qui est déjà horriblement exploitatif au niveau des travailleurs, de toute manière, ne serait-ce qu'en France, mais on va importer en plus un modèle à l'américaine qui est, je dirais, même pire, parce que là, c'est carrément éliminer tout droit, je dirais, de se défendre au niveau de l'emploi, et éliminer des sécurités que l'on a encore en France qui risquent d'être abolies parce qu'on va nous imposer des réglementations qui seront créées par les multinationales elles-mêmes. Et comme on l'a vu, effectivement, une multinationale peut maintenant
aller en justice contre un État entier. Donc si par exemple, je prends un exemple très simple, mettons que dans un abattoir en France, il y a des, comme on a vu avec Alès, des conditions d'abattage qui sont épouvantables, vous avez des travailleurs qui font n'importe quoi, tout ça. Là-dessus arrivent les traités transatlantiques qui nous disent c'est pas important, de toute façon, les multinationales, elles font comme ça, aucune réglementation n'est valable parce que de toute façon, le traité a décidé que la multinationale avait raison et que donc toute réglementation pouvant soit amener un peu de moins de cruauté aux animaux et aux travailleurs ne compte plus. Donc autrement dit, ces multinationales vont nous imposer un modèle qui va non seulement qui va contre la vie, exactement, c'est très bien dit, c'est pour l'argent, c'est purement le profit, donc nous avons des animaux machines et on a des humains machines, tout est la marchandisation de la vie. C'est la marchandisation de la vie, c'est déjà le cas. Ça fait déjà 10 000 ans que ça existe, ce système, enfin pas de cette manière-là, mais l'exploitation animale a commencé avec le développement de l'agriculture. Donc le mot capitaliste, d'ailleurs, vient de ça. Le mot capitaliste vient du latin capita, qui veut dire tête de bétail. Donc on sait que le mot capitaliste, le système capitaliste, vient de l'exploitation animale à la base. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Donc, c'est à chacun d'entre nous, en dehors de contacter les députés qui font peut-être oui ou non, peut-être iront dans notre sens, mais on ne peut pas non plus trop espérer de ces gens-là qui sont eux-mêmes très souvent corrompus. Dans l'urgence. Dans l'urgence. Après, il faut changer le système. Voilà. Mais ce que l'on peut tous faire au quotidien, en tout cas, c'est adopter un mode de vie qui aille à l'encontre de tout ça. C'est à chacun de nous. De toute manière, les changements ne viennent jamais d'en haut, ils viennent toujours d'en bas. Ils viennent toujours d'un petit groupe de gens déterminés à changer les choses. Ils ne viennent jamais de ceux qui nous dirigent. Donc, le meilleur moyen que je connaisse, et je pense que plusieurs d'entre nous ici appliquent déjà, c'est déjà d'être vegan. Parce que quand on est vegan, automatiquement on rejette ce système. On rejette aussi un système capitaliste d'exploitation de la marchandisation de la vie. C'est rejeter aussi un système qui détruit l'environnement. C'est rejeter un système qui trivialise les rapports humains et qui impose des idées complètement tordues. Je ne sais pas comment le dire autrement. Qui est le dieu argent. Oui, le dieu argent, voilà. Donc, et bien entendu, je pense que tu parlais tout à l'heure de faire des alliances possibles. Il y a des alliances possibles qu'on peut faire entre-temps pour essayer au moins déjà de limiter les dégâts. Moi, je pense par exemple à la Confédération paysanne. Et même si notre but n'est pas le même, on a aussi quand même des intérêts en commun, notamment être contre ça. Vous avez des gens, dont je parlais d'artisans du monde tout à l'heure, qui font du marché équitable. Bon, bien entendu, ils ont des produits végés. Tout n'est pas végan, bien sûr, mais ils font beaucoup de choses pour aider les gens au niveau local dans beaucoup de pays à justement ne pas être victimes de cette industrialisation complètement démentielle. Et en même temps, il y a aussi, je pense que... Comment ? Les anticapitalistes. De toute façon, le capitalisme est un système patriarcal, créé par un patriarcat. Ça remonte à 8-10 000 ans. Ça a commencé à ce qui est aujourd'hui l'Irak. Et donc, c'est un système qui doit tomber tôt ou tard parce que ce n'est pas un système durable, c'est un système qui est basé sur une immense machine à surproduction et cruelle et inhumaine. Et de toute façon, tant que nous exploiterons les animaux, on saura exploiter nous-mêmes. Parce qu'il faut bien se dire que tout est lié. L'exploitation animale est liée à l'exploitation humaine. Donc quand on voit tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, il faut aller à la source du problème, qui est d'abord l'exploitation animale. Les gens ont tendance à vouloir faire l'inverse, dire bah, attendez, on va s'occuper d'abord des humains, après on verra pour les animaux. Alors qu'en fait c'est l'inverse.
là où il y a le plus de violence, la population qui a le plus de violence, ce sont justement les animaux d'élevage. C'est eux qui subissent le plus de violence dans le monde. 53 milliards, ça dépend les chiffres, il y a entre 53 et 70 milliards d'animaux terrestres, suivant quel chiffre vous prenez, et 1000 milliards d'animaux aquatiques. Donc on est en train de détruire les océans qui sont en voie de déclin avec la surpêche. Notamment, je vais vous citer un autre chiffre, attendez si je le retrouve. Par exemple, si on parle de la marchandisation humaine, on parle de la fin dans le monde. Donc les pays industrialisés ont 26% de la population mondiale, utilisent 56% des ressources alimentaires. Donc 26% de la population mondiale utilise 56% des ressources alimentaires. C'est énorme. Le bétail du monde mange les grains qui nourriraient la population du monde entier. Si le monde entier devient aussi carnivore que les pays riches, il faudra 2 fois la planète pour nourrir autant de bétail. C'est impossible d'avoir un système comme ça sans qu'on s'autodétruise. C'est impossible. Non seulement on crée un système qui est inhumain et cruel pour les animaux, mais en plus on est en train de s'autodétruire. C'est complètement impensable. 25% des terres cultivées au monde et un tiers des céréales mondiales pour nourrir les animaux sont destinés pour les animaux destinés à l'abattoir. 64% des terres cultivables du monde servent à la production de viande. 64% des terres mondiales. Quand on y réfléchit, moi j'ai du mal à voir le chiffre, tellement c'est énorme. Ça résoudrait la fin. Oui, exactement. Au niveau gaspillage de l'eau, 60% de l'eau dans le monde est pour le bétail. C'est-à-dire 60% de l'eau va à ça. Et dans le futur, on prédit qu'il va y avoir des guerres par rapport à l'eau. Ce ne sera plus par rapport au pétrole, ce sera par rapport à l'eau, parce que l'eau devient rare. On est en train de perdre tous nos aquifères, toutes nos sources souterraines progressivement. Pourquoi? Parce qu'on va les nourrir au bétail. C'est complètement de la folie. Il faut 1200 litres d'eau par jour pour nourrir un végan. 3500 litres par jour pour un végétarien, contre 16 000 litres pour un omnivore. Donc imaginez l'impact, ne serait-ce qu'en étant végan, au niveau de réduction de la consommation d'eau. Et après ils nous disent prenez des douches courtes, ce qui est complètement ridicule, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes. Il faut près de 50% des récoltes alimentaires dans le monde sont mangées par le bétail. 50%. 97% des farines de soja, alors ils sont toujours en train de blâmer les végans pour le soja, alors qu'on est à 1%. Voilà. 97% des farines de soja produites dans le monde sont utilisées pour l'alimentation animale. Et bien sûr, c'est des OGM. C'est pas le soja que nous on mange, nous les végans, qui est généralement bio, qui est généralement même peut-être équitable. Ce que nous on mange, parce que le soja notamment en France, et ça pourrait changer avec un traité comme celui-ci. Le soja que l'on mange en France, qui est directement donné à la population, est un soja non OGM. Par contre, le soja qui est donné aux animaux qui sont ensuite mangés par les humains est OGM et vient généralement du Brésil, pour l'Europe en tout cas. Donc, même si les gens ne mangent pas directement du soja OGM, ils en mangent à travers les animaux qu'ils avalent. Donc, ils ont trouvé un moyen de nous refiler leurs OGM, qu'on le veuille ou non. Sauf si on est végan, bien sûr. Et si un traité comme celui-ci passe, parce que là-bas, les OGM ne sont pas marqués, il n'y a pas les étiquettes que nous on a en France, par exemple, qui indiquent quel produit est OGM, quel produit ne l'est pas. 95% de la nourriture aux États-Unis est OGM. Vous ne pouvez pas rentrer dans un supermarché sans voir des OGM partout, sauf si vous êtes vraiment ignorant. Et même dans le rayon des fruits et légumes, vous avez une bonne chance d'avoir certains fruits, certains légumes qui sont OGM. Donc c'est pratiquement impossible, à moins de manger purement bio, et ça coûte très cher là-bas, c'est pratiquement impossible de ne pas manger les OGM quand on vit aux États-Unis. Et ça, je sais que ça... En 18 ans, je sais que ça a eu un impact sur ma santé. Ça, je l'ai vu. Parce que je vois la différence maintenant. Oui, d'ailleurs, si je peux. Oui. Par rapport à... C'est ce que je disais tout à l'heure, les OGM, on parle du droit des animaux, mais les OGM, c'est un bon exemple.
C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire passer le traité, faire trop de vagues en fait avec l'entrée en vigueur de ces traités. Ils veulent, par rapport aux OGM par exemple, parvenir à les légaliser, à les généraliser, pas dès l'entrée en vigueur du traité, mais par les mécanismes dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer les décisions des États ou les lois des États qui imposent l'étiquetage des OGM ou qui interdisent les plantations d'OGM, ou bien ils vont, par la coopération réglementaire, impulser des lois qui vont dans le sens des intérêts des entreprises qui commercialisent les OGM. Voilà, donc ce ne sera pas dans le texte. Ils ont dit, voilà, c'est par ces mécanismes-là qu'ils veulent arriver à leur fin. Pour la question animale ou pour les OGM, c'est la même chose. Voilà, pardon. Je t'en prie. Alors voilà, ça c'est un excellent exemple. Et un exemple qui me vient à l'esprit là tout de suite parce que je vois ces images et je me revois là-bas. Je vais vous dire ce qui serait passé si on m'avait attrapé ce jour-là. J'ai réussi à y aller, mais pas rencontrer qui que ce soit. Et on est ressortis toutes les trois en courant très vite quand on a entendu une voiture, mais on est sortis sans problème. Mais si on avait été... Quelqu'un était tombé sur nous ce jour-là, on aurait été arrêté. Et qu'est-ce qui aurait pu se passer, je vais vous le dire. Il faut savoir que dans les lois américaines à l'heure actuelle, et ça peut très très bien aussi passer dans les traités plus tard, vous avez ce qu'on appelle l'Animal Enterprise Terrorism Act, AETA, qui veut dire le traité, je vais essayer de le traduire comme il faut, entreprise animalière, l'acte antiterroriste sur les entreprises animalières. C'est-à-dire que c'est une loi qui est basée sur une loi plus ancienne, mais qui est encore plus radicale, qui criminalise tout militant écolo ou animaliste qui peut poser danger, je dirais, au profit d'une entreprise d'exploitation, comme ceci, par exemple. Donc, par exemple, dans cet endroit-là, je prends des photos, je les mets sur Facebook, je les diffuse à une association, et bien entendu, les gens voient ces photos-là, ça cause une perte financière à la compagnie, je peux aller en prison comme terroriste. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, d'après cette loi, les militants animalistes et écolos sont numéro 1 sur la liste du FBI en tant que terroristes. Donc, vous pouvez être blanc et tuer un noir aux États-Unis, vous aurez moins de chances d'être considéré un terroriste que si vous êtes un militant animaliste qui prend juste des photos. Et on commence à voir ce problème-là en France. Par exemple, L214 avait fait un reportage sur, je crois que c'était sur les oies ou les canards, je ne me rappelle plus. Enfin, c'était un reportage dans un abattoir où ils avaient montré des images assez horribles et ils ont eu droit à une amende. Ou alors, si je me souviens, c'était une amende où on les a empêchés de filmer, ou on leur a interdit après de filmer, quelque chose comme ça. Donc ils sont en train d'essayer maintenant, parce qu'ils sont en train de se modeler sur le système US, à vouloir imposer des lois et des nouvelles réglementations qui vont rendre la vie des militants encore plus dure, et bien entendu la vie des animaux encore plus dure. Parce que tant que nous, on est là pour exposer ce qui se passe là, automatiquement, on ouvre la conscience des gens. Mais vu parce qu'ils savent très bien que plus les gens savent la vérité, moins les gens vont vouloir manger leurs produits. Donc c'est une perte financière. On sait déjà qu'il y a une réduction de la consommation de viande en Europe et aux États-Unis de jusqu'à 20% à l'heure actuelle. Et c'est pas un hasard, c'est parce que les gens commencent à savoir ce qui se passe. Et donc ils font tout pour empêcher justement qu'il y ait des images qui sortent. Et donc ils criminalisent la parole citoyenne pour ceux qui défendent les animaux et l'environnement, les lanceurs d'alerte, les whistleblowers, comme on dit en anglais, les lanceurs d'alerte. Et donc en criminalisant ces gens-là, et que ce soit au niveau animaliste, même politique, parce que si on prend Edward Snowden, si on prend Chelsea Manning, si on prend Julian Assange, si on prend tous ces lanceurs d'alerte qui sont à l'heure actuelle, je dirais... Oui, Edward Snowden s'est réfugié en Russie. Chelsea Manning fait 35 ans de prison pour avoir révélé les crimes de l'armée américaine. Et on a Julian Assange qui est toujours bloqué dans l'ambassade colombienne à Londres depuis plus de 3 ans. Parce que s'il sort, on peut l'attraper et le faire extrader aux États-Unis et le
interpellé en prison pendant 30 ans s'il le faut, juste pour, lui aussi pour avoir révélé les crimes du gouvernement américain. Voilà, entre autres. Donc, si vous êtes un militant, là je parle, ça c'était très politique, mais si vous êtes un militant, c'est la même chose. C'est-à-dire, moi, je peux vous donner des cas, par exemple, de militants aux États-Unis, une jeune femme qui avait juste pris les photos comme moi j'ai fait, mais qui n'était même pas rentrée à l'intérieur, c'est-à-dire qui était restée au bord de la route, ce qui est public normalement, et qui s'est fait arrêter et jeter en prison pendant quelque temps parce que ils ont utilisé l'IATA contre elle. Et en fait, elle a réussi à sortir heureusement. Et vous avez un cas très connu aux États-Unis qui s'appelle le Shark 7, qui est Shark, c'était un groupe de gens qui s'en prenaient à un laboratoire très connu là-bas qui est le Huntington Life Science, qui est un des plus gros laboratoires de vivisection aux États-Unis. Ils ont réussi à le couler économiquement grâce à l'information qu'ils mettaient sur le site. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tous fait arrêter, jetés en prison pendant des années, juste pour avoir un site. Alors qu'en fait, ils n'incitaient personne à la violence, personne à aller foutre des bombes dans ces laboratoires, rien. Simplement, ils donnaient de l'information sur qui contribuait de l'argent à ce laboratoire, et donc ils les coulaient économiquement. Et pour ça, ils ont fait 5 ans de prison dans certains cas. Ils ont réussi, je ne sais pas comment, à rester végans en prison, mais ils sont réussis. Et donc c'est un cas très connu du genre de punition contre les militants animalistes ou les militants écolos. On pense à Rémi Fraisse en France qui est quand même mort pour empêcher qu'il y ait un barrage déconstruit. Et malheureusement... barrage pour irriguer les futurs champs d'OGM. Pour les élevages, exactement. Alors qu'en fait, il y a une réserve naturelle là-bas. Et je crois qu'en fait, malheureusement, ils l'ont fait. Tant je sais, ils vont le faire quand même. Voilà, alors, pour le moment, ma connaissance, il est en suspens. En suspens, d'accord. Il faudrait que j'aille regarder. Enfin voilà, donc il y a beaucoup d'alliances à faire avec. Il va falloir que les écolos se mettent en tête qu'on n'est pas leurs ennemis et qu'on a beaucoup de points, de buts en commun. Et il va falloir qu'ils se réveillent aussi sur leur consommation de viande et autres, parce que ça n'a rien d'écologique du tout de manger de la viande, bien au contraire. Donc on a beaucoup de travail à faire à réveiller les consciences, non seulement dans le grand public, mais aussi chez ceux qui devraient être de notre côté. Ça va être énorme. Je vais essayer de voir si je vais vous donner peut-être d'autres chiffres pour vous donner un peu une idée de tout ça. Pour vous dire qu'on a encore beaucoup de boulot à faire. Rien qu'au niveau des végétariens dans le monde, il y a 1 milliard de végétariens dans le monde. On est quand même 7,5 milliards à l'heure actuelle. Donc 1 milliard de végétariens. Bon, végétarien peut inclure dans certains cas vegan, végétalien, bien sûr. Bon, végétarien est un terme, on va dire, générique. Au minimum, ceux qui ne mangent pas de viande et de poisson. Donc il y aurait 1 milliard de gens végétariens dans le monde. En Israël, c'est 13% de la population. C'est le pays le plus végé au monde à l'heure actuelle. L'Angleterre est derrière à 9%. L'Allemagne, d'ailleurs, je vous expliquerai un autre truc par rapport à Israël. L'Allemagne, c'est 8%, Suède, 7%, l'Irlande, 6%, l'Italie, la Hollande, 5%, Norvège, Suisse, 4%, USA, Canada, Brésil, 4%, France, Belgique, Espagne, 2%. On est tout en bas. Mais ça commence à changer. Ça commence à changer. On voit un nouveau vent là. Mais pour revenir par exemple à Israël, Israël c'est un cas extrêmement intéressant parce que Israël, jusqu'à il y a 3-4 ans, c'était pas mieux que la France à ce niveau-là. Mais il s'est passé un phénomène très intéressant, c'est que les Israéliens ont très bien compris le lien entre l'Holocauste juif et l'Holocauste perpétré sur les animaux. Et la personne qui a eu beaucoup, je dirais, d'influence sur ça, ça a été Gary Yourofsky, le militant américain, qui aussi a beaucoup d'influence en France, et qui a réussi à travers ses conférences en Israël, à changer l'esprit d'énormément de gens. Et il y a vraiment ce que j'appellerais un mouvement exponentiel qui est en train de se faire en Israël au niveau véganisme, qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont passé ce qu'on appelle la barre de la masse critique, qui est 10%, c'est-à-dire que quand une idée nouvelle, c'est pas nouveau parce que ça a de l'antiquité, mais quand une idée, on va dire,
relativement nouvelles, comme le véganisme arrive. Il faut, en gros, d'après l'écrivain Malcolm Gladwell, il faut environ 10% de la population avant que ça devienne une idée acceptée par la grande masse. Donc, nous en France, on n'est qu'à 2% d'après ces chiffres. Je dirais même que ça doit être même moins que ça si on prend juste les végans. Si on arrive à 1%, on a du bol. Mais si on compte végan, végétarien, tout mélangé, on va dire 2% me paraît correct. Donc si on arrivait à grimper à cette masse critique de 10%, là, d'un seul coup, on pourrait avoir une masse critique. Il pourrait se passer ce qui est en train de se passer en Israël à l'heure actuelle, où ils sont à 13%, où d'un seul coup, il y a eu une explosion en moins de 5 ans, phénoménale, de la cause végane, de la cause animalière. C'est extraordinaire ce qui se passe en Israël. Et ils ont des marches avec 30 000, 40 000, 50 000 personnes pour les animaux, mais c'est extraordinaire. Et bien sûr, il y a les restaurants végans partout, il y a les magasins végans partout. Enfin, ça explose de tous les côtés en Israël. Et bien sûr, ils font le lien, beaucoup ils font le lien aussi avec ce qui se passe, par exemple, en Palestine. C'est pas uniquement aussi par rapport aux animaux, il y a aussi le lien par rapport aux droits de l'homme, par rapport aux droits de la femme, par rapport à la nature, par rapport à plein de choses. Parce que de toute façon, quand on est végan, on est bien obligé de faire les liens entre tout ça. Respecter la vie, respecter la biodiversité. Donc voilà, en gros, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, peut-être s'il y a des gens qui ont des questions à poser. Oui. Il y a une question qui revient souvent dans le débat sur le végétarisme, c'est que c'est déjà bien de manger des animaux bio et qui ont été bien traités. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Ah, bonne question. Déjà, il faut savoir que bio et petit modèle ne veut pas dire moins cruel. Bio n'est pas synonyme de meilleur traitement pour les animaux, c'est juste la façon dont ils sont alimentés, c'est tout. Deuxièmement, il faut savoir que dans l'élevage bio, ça c'est très bien montré par exemple dans le documentaire Cowspiracy, dans l'élevage bio, dans les petits élevages, parce que les animaux sont nourris naturellement, si je puis dire, avec de l'herbe, par exemple les bovins, ils produisent encore plus de méthane à travers leurs excrétions que les animaux en fait dans les élevages industriels de grains qui sont nourris au grain. Donc en fait, ils polluent encore plus parce qu'ils sont élevés naturellement, si je puis dire, si on peut appeler ça naturel, mais qui sont élevés à l'herbe, sont nourris à l'herbe, que les animaux qui sont dans les super élevages de ce genre-là, qui sont nourris au grain, et qui en fait, même, là c'est une question d'échelle, il y a beaucoup de méthane qui est produit dans l'atmosphère parce qu'ils sont très nombreux, mais si on les prenait individuellement et qu'on comparait une vache nourrie au grain comparée à une vache nourrie à l'herbe, on verrait que la vache nourrie à l'herbe produit encore plus de méthane que la vache nourrie au grain. Donc en fait, effectivement, c'est moins cruel pour les animaux d'être dans des petits élevages bio, ou on va dire ce qu'on appelle communément la viande heureuse, mais qui n'en est pas une. Mais si on prend d'un point de vue purement éthique, l'exploitation reste de l'exploitation et c'est quelque chose d'inutile pour nous de toute manière. On n'a pas besoin de se nourrir d'animaux, biologiquement. Et deuxièmement, ce n'est pas une solution environnementale du tout. Ça, c'est clairement démontré. Je voulais juste apporter une précision. Là, on a tous été indignés par les images de l'abattoir d'Alès. Il faut savoir que cet abattoir fournissait aussi de la viande bio. Donc, bio ou pas bio, voilà. Les conditions d'abattage, un abattage reste un abattage. Voilà, commence. Oui, la viande heureuse, ça n'existe pas. C'est un mythe. Oui, Grégoire ? J'ai cru qu'on a des images par Internet, parce qu'on peut relier à Internet grâce par au téléphone. rapport aux images des photos que tu as prises. C'est sur Facebook. Oui, on va voir Les animaux, souvent, ont tendance à maltraiter aussi les humains. Ok, écoute, tu peux faire une petite note là-dessus. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à comment l'être humain est exploité quand lui-même exploite l'animal. Par exemple, on sait que dans les exploitations de cet ordre-là, pas tellement celle-ci, mais surtout dans les abattoirs, bien sûr, industriels, particulièrement aux États-Unis,
les gens qui travaillent dans ces endroits-là souffrent de ce qu'on appelle le terme anglais est Perpetrator Induced Post-Traumatic Stress Disorder, c'est-à-dire traumatisme de celui qui perpètre les actes. Donc ce sont des gens qui se traumatisent eux-mêmes parce qu'ils tuent à longueur de journée et qui souffrent de la même manière qu'un soldat qui reviendrait de la guerre et qui a été traumatisé parce qu'il a eu... À part que là, c'est eux les perpétrés, c'est eux qui perpètrent, j'arrive plus à le dire. C'est eux les auteurs, c'est pas eux les victimes, mais le traumatisme est identique. Et ce qui se passe, c'est que dans ces communautés-là, quand ils rentrent dans les communautés, d'abord, ce sont des communautés, il y a d'énormes, certains des plus hauts taux d'alcoolisme qui existent et de violence conjugale. Parce que ces gens-là, ils rentrent, ils tuent à longueur de journée, ils sont violents à longueur de journée, ils rentrent chez eux, dans leur frustration, ils tapent sur leur femme, ils se mettent à boire, c'est une catastrophe. Donc il y a... Le dommage n'est pas uniquement sur les animaux, mais aussi sur les humains, au niveau de ce genre de monstruosité qu'on est en train de créer partout dans le monde, d'élevage industriel, où on est en train notamment bien sûr de traiter les animaux de manière absolument effrayante, mais aussi de créer des traumatismes au niveau des communautés humaines qui est épouvantable. Parce qu'on n'y pense pas, ça, on se dit toujours, ces gens-là sont cruels, ils utilisent les animaux toute la journée. Non, c'est pas le cas. C'est pas des gens qui vont au travail, si je puis dire, en se disant, je vais être un salaud et je vais aller tuer des animaux parce que j'aime ça. Beaucoup, c'est pas le cas. Il y a des sadiques, il y a des sadiques partout, mais la grande majorité, ce sont des gens qui n'ont pas le choix. En tout cas, c'est certains aux États-Unis, c'est généralement des immigrants qui ne sont pas documentés, qui sont exploités et qui n'ont aucune autre solution que d'aller travailler dans ces endroits-là parce que personne d'autre ne voudrait le faire, parce que c'est affreux, et qui se retrouvent à longueur de journée à tuer des centaines et des centaines d'animaux à la chaîne, et qui rentrent le soir et qui ne peuvent plus gérer, je dirais, tout ce qu'ils vivent. Et ils deviennent alcooliques, ils deviennent violents envers leur famille, ça crée des communautés absolument épouvantables. Donc on pense toujours à l'impact sur les animaux, mais on ne pense pas forcément à l'impact sur les travailleurs eux-mêmes, qui souvent sont eux aussi des victimes de ce système. Et on ne pense pas souvent aux fermiers eux-mêmes, parce que les fermiers, notamment aux États-Unis, sont eux-mêmes esclaves de leurs propres exploitations. C'est-à-dire qu'à la base, déjà, il n'y a plus de petites fermes. Les petites fermes idylliques qu'on peut s'imaginer, ça n'existe pas. Déjà en France, ça n'existe déjà pratiquement plus. Donc, vous avez des gens qui sont pris, qui deviennent comment on appelle ça, des serfs. Si on en revient à un terme moyenâgeux, vous avez le roi, vous avez les serfs. Les rois, ce sont les multinationales. Les serfs, ce sont les fermiers, qui eux se retrouvent pris dans l'engrenage et qui n'ont pas d'autre choix, c'est que de suivre les ordres des multinationales qui leur disent voilà, vous allez élever ces animaux comme ça et comme ça et comme ça, on n'en a rien à foutre si vous voulez prendre soin d'eux mieux, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc ils se retrouvent à faire quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'ils veulent, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont devenir végans, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, voilà, beaucoup voudraient traiter ces animaux bien mieux, et ils ne peuvent pas parce qu'ils sont pris dans un engrenage où ils sont endettés. Ils deviennent littéralement des esclaves de leurs propres entreprises, parce qu'ils ne détiennent rien en fait. Ces animaux-là, ils ne les détiennent pas. Ce sont les multinationales qui les détiennent. Tous les grains, eux, ils fournissent juste les emplacements, les endroits, les bâtiments et tout ça, mais tout appartient aux multinationales qui les tiennent eux. Donc ce sont eux-mêmes des esclaves. Et vous avez des fermiers maintenant qui commencent à réagir aux États-Unis. Un célèbre étant Howard Lyman, que personnellement j'adore parce que c'est quelqu'un qui a complètement rejeté ce système alors qu'il était dans ce système pendant longtemps. Il avait 7000 têtes de bétail. Il était le plus grand fermier industriel du Vermont, ou du Montana, pardon. Et un jour, il a rejeté complètement tout ça et il est devenu végan. Il s'est levé contre tout ça. Et il a commencé à enseigner à d'autres fermiers qui étaient pris dans ce système à changer leur exploitation pour devenir des exploitations végétales et puis des exploitations animales et à les aider à transitionner, à se sortir de cet état de serf vis-à-vis des multinationales. Donc il est possible de changer ça, mais cela demande énormément d'éducation et
On sait par exemple que beaucoup de fermiers, ceux de la Confédération paysanne en France, bien sûr, rejettent ça, ce qui est logique parce que eux, ils défendent plutôt un système à l'ancienne. Nous, bien sûr, on est contre toute forme d'exploitation, mais on a au moins un moyen d'avoir certaines alliances avec eux, qui est qu'on rejette ce système-là qui est 100 000 fois pire. Donc il faut vraiment qu'on arrive à s'entendre avec certains qui ne sont pas forcément à la base des gens avec qui on penserait s'allier, mais qui ont certains buts en commun avec nous. Et de former des alliances pour obtenir certaines solutions. Mais ça commence de toute façon à la base par chacun d'entre nous. Il faut rejeter tout ça, et le rejeter, ça commence par ce qu'on met sur notre assiette 3 fois par jour. C'est le seul moyen. Donc plus il y aura de toute façon de végétariens et de végans, moins il y aura de consommation de viande bovine et autres. Et on le voit, il y a déjà une réduction du nombre de produits laitiers et de viande consommée en Europe à l'heure actuelle, et même aux États-Unis. C'est 20% de moins aux États-Unis à l'heure actuelle, ce qui est énorme pour un pays qui est obsédé par McDonald's, entre autres. Et donc, il y a quand même 16 millions de végétariens et végans aux États-Unis maintenant. Donc, sur 350 millions d'habitants, ça peut peut-être pas paraître énorme, mais ça a quand même de l'impact. Et il y a énormément de business végan qui fleurissent, et énormément de choses qui se créent de plus en plus. Donc il faut qu'on arrive à ça, il faut qu'on arrive à vraiment commencer par créer énormément de demandes pour le véganisme, et ça commence par exemple, ce que fait Fred, avoir un restaurant. Ça commence par approcher, ce que j'essaie de faire à Nîmes, par exemple, approcher les restaurants et leur demander est-ce que vous pouvez nous faire une soirée végétalienne, pour leur montrer qu'il y a une demande et qu'ils arrêtent de se confiner à toujours les mêmes trucs, mais qu'ils voient qu'il y a une demande alternative. Si on ne crée pas la demande, on n'aura jamais de l'offre. Et alternativement, inversement, tant qu'on voudra ça, on aura ça. Tant que les gens demanderont à avoir certaines choses, c'est ça qu'on aura. Donc pour arrêter ça, il faut arrêter de le demander. C'est purement économique. Il n'y a pas d'offre sans la demande. Et inversement, il n'y a pas de demande sans offre. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Consommation. C'est purement économique. Ça existera toujours tant que les gens ne changeront pas.